Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Terminer la part collective du Pass Culture. Et oui, c'est l'annonce faite par le ministère de l'Éducation nationale vendredi dernier. Un coup porté au monde de la culture et de l'éducation. On en parle avec nos invités dans quelques minutes. La semaine prochaine aura lieu la journée internationale des enfants soldats. L'occasion de revenir avec World Vision France sur ce que traversent, subissent et vivent ces mineurs enrôlés par des groupes armés. On en parle dans la seconde partie de l'émission. Dans sa chronique, Adrien Fonteau nous parlera de ses parents qui, en emménageant à l'étranger, apprennent une nouvelle façon d'éduquer leurs enfants. Mais tout de suite, on fait le point sur l'actualité éducation du jour avec Adrien. Bonsoir Adrien. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On ouvre ce journal avec ce drame en Suède. Un individu a ouvert le feu dans un centre d'enseignement pour adultes. Au moins 5 personnes ont été blessées dans l'attaque survenue cet après-midi à Örebro, une petite ville à 200 km à l'ouest de Stockholm. L'auteur présumé des tirs figure parmi les blessés selon la police suédoise. Des forces de l'ordre qui n'excluent pas la possibilité d'autres suspects. Aucun blessé n'est à déplorer de leur côté. Les élèves du centre d'enseignement pour jeunes adultes en question et des établissements scolaires voisins ont été confinés pour des raisons de sécurité, précise la police. Une enquête est en cours pour tentative de meurtre, incendie criminel et infraction aggravée à la législation sur les armes. Retour en France avec un mot sur le budget. Alors, sauf catastrophe, François Bayrou et son gouvernement devraient échapper à la censure. Après l'utilisation hier de l'article 49.3 sur le projet de loi de finances et sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, François Bayrou pouvait craindre pour son poste à Matignon. La France Insoumise avait immédiatement annoncé le dépôt de 2 motions de censure. Mais ce matin, au sein du nouveau Front Populaire, le Parti Socialiste semble se détacher des positions de LFI. Écoutez Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste. Nous avons, comme vous l'avez dit, beaucoup parlé, beaucoup hésité, parce qu'il n'y a aucune bienveillance vis-à-vis de ce gouvernement, mais il y a un attachement à l'intérêt général, celui du pays, doter la France d'un budget, lui permettre de continuer à travailler. Nous avons été sollicités au cours de ces dernières semaines par une multitude d'acteurs, les collectivités locales, associations, entreprises, celles et ceux qui dépendent de la commande publique, PME, TPE, qui ont besoin d'avoir un budget et qui donc ne peuvent pas attendre davantage. Et nous avons choisi non pas de soutenir le gouvernement, mais de ne pas pratiquer la politique du pire, parce que la politique du pire, elle peut conduire à la pire des politiques, celle de l'extrême droite. Voilà, comprenez, le Parti Socialiste ne votera pas les motions de censure déposées par la France Insoumise. Et ça, le député LFI et le président de la Commission des Finances, Éric Coquerel, ne le comprend pas forcément. Ceux qui votent la censure n'ont rien d'irresponsable. Ceux qui sont irresponsables, c'est ceux qui laissent une politique qui est mauvaise pour le pays continuer à sévir à minimum pendant 1 an. Parce que s'il n'y a pas de censure, c'est l'assurance que le gouvernement Bayrou va continuer à appliquer sa politique. Et je pense que son budget est mauvais pour le pays. On y reviendra peut-être. Et je ne sais pas si le terme traître, j'ai bien compris que c'est ce qui circule. Oui, d'accord, mais de fait, quand quelqu'un ne tient pas ses engagements devant les électeurs, il trahit ses engagements. Bon, je vous rappelle qu'on a été élu sur un programme, ça paraît peut-être anodin, mais pour nous, c'est ça qui est important dans une élection. Et le programme, dans les premières lignes, explique que nous nous opposons, nous sommes les opposants farouches du macronisme. Donc, c'est pas pour permettre finalement qu'il y ait un budget totalement macroniste, de politique d'offre et de compétitivité, on en pense qu'on veut, mais c'est cela, continue à se perpétuer. Donc, les socialistes, en ne votant pas la censure, qui est la seule manière de s'opposer au budget dans le cadre d'un 49.3, de facto, ils sont plus dans l'opposition. Ils ont trahi le nouveau. Ils sont plus dans l'opposition, ils sont dans un soutien sans participation au gouvernement, et donc c'est une forme de trahison vis-à-vis de l'NFP. De l'autre côté de l'échiquier politique, le Rassemblement national ne devrait pas non plus soutenir les motions de censure déposées par LFI. Le député RN Jean-Philippe Tanguy a annoncé en conférence des présidents ce matin que son parti ne déposerait pas de son côté de motion de censure. Beaucoup de conditionnels. Les tractations vont se poursuivre jusqu'au vote des motions prévues demain à l'Assemblée nationale. À Montpellier, 3 jours après l'agression de la principale d'un collège, les parents d'élèves et enseignants se sont rassemblés devant l'établissement ce lundi pour réclamer plus de moyens. Des réclamations et aussi un cri d'alerte, un sentiment d'abandon. Pour rappel, une collégienne de 14 ans avait porté un coup de poing à la principale du collège Marcel Pagnol à Montpellier. La raison, une histoire de paquet de cigarettes dans son sac à main. Un geste incompréhensible pour ce professeur de mathématiques du collège qui dénonce une violence en constante augmentation.
vit dans un quartier où il y a de plus en plus de difficultés sociales, mais également de violence, des points de deal qui s'installent un petit peu partout. J'ai entendu une mère d'élève l'année dernière témoigner d'une arme à feu qui se déplaçait dans le quartier. Voilà. Et donc nos jeunes sont au contact de la violence au quotidien et dès le matin, ils rentrent dans notre établissement avec toute cette violence dont ils sont victimes aussi. Des professeurs dépassés, des parents aussi désemparés par cette situation. Dricia est une mère d'un élève de 3e. Elle constate chaque jour une situation qui empire aux abords de l'établissement. À 16h, il y a beaucoup de bagarres, il y a des balles perdues à proximité, il y a les travaux, donc on nous dit qu'il n'y a pas de trottoir pour ces enfants, donc ils se poussent entre eux. Vous voyez, vous entendez la voie rapide, donc vous dites mais comment ils font pour traverser? Ils courent, je vais être en retard, je vais prendre le bus. Ils courent, ils traversent cette voie rapide. Le nombre d'accidents qu'il y a eu, on attend le soir pour savoir si nos enfants sont bien rentrés à la maison. Moi, mon fils m'appelle pour me dire maman, je suis bien à la maison. Parmi les réclamations faites au rectorat, un nombre plus important d'heures pour évoquer ces situations difficiles, des moyens pour mettre en place des filières attractives, le remplacement effectif des personnels manquants et aussi l'inscription au collège du classement en zone REP+. On part du côté de Toulouse à présent, 4 mois après la rentrée scolaire et la mise en place d'un système d'amende pour les parents retardataires. Eh bien, il semblerait que la mesure fonctionne. Fini les mises en garde, place aux sanctions. Depuis le mois de septembre, les parents avaient droit à un simple avertissement ou des courriers, mais désormais les amendes vont tomber. Pour les parents qui viendront chercher leur enfant avec du retard et sans prévenir, chaque retard sera puni d'une amende de 30 €. Et ces pénalités, les parents ne les découvriront que sur leur facture le mois suivant. Une mesure assumée par le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudinque. Je suis sûr que ceux qui sont de mauvaise foi ou ceux qui sont je m'en foutistes vont corriger leur comportement. Avant les sanctions, Toulouse et ses écoles ont déjà constaté des améliorations. Au cours du premier trimestre de l'année scolaire, les retards ont été divisés par 2 et le maire veut les diviser par 4 d'ici fin juin. Pour l'année scolaire 2023-2024, les centres de loisirs avaient enregistré plus de 8000 retards. Et pour finir, ce 4 février marque la journée mondiale contre le cancer et une récente étude montre que les cancers sont de plus en plus précoces, notamment chez les jeunes adultes. Une étude menée par l'American Cancer Society qui vient confirmer les précédentes menées depuis plusieurs années. Entre 1990 et 2019, le taux de cancer a quasiment doublé. Plus 79% chez les jeunes adultes, comprenez les moins de 50 ans. Des cancers localisés, mais à relativiser, selon Claire Morgan, directrice de l'observation des sciences des données à l'Institut du cancer. L'augmentation d'incidence chez les jeunes, on la retrouve pour certaines localisations. Typiquement pour le cancer du sein, le cancer colorectal, le rein ou le pancréas. Maintenant, si on regarde par exemple l'exemple du cancer colorectal, c'est celui-là dont on parle beaucoup en ce moment, le taux d'incidence chez les personnes de 20 à 24 ans, il a augmenté de 6,5% par an en 30 ans. Alors quand on prend ce chiffre brut, on se dit mais c'est hyper impressionnant, c'est catastrophique. Quand on ramène en nombre de cas, parce que c'est toujours pareil, quand vous regardez un taux d'incidence, regardez en face le nombre réel de cas, ça équivaut à passer de 10 cas par an, je répète, 10 cas par an à 60 cas par an chez les hommes. En sachant que le cancer colorectal, c'est 47 000 nouveaux cas par an. C'est-à-dire qu'il faut relativiser que cette inquiétude, elle est démesurée sur l'augmentation de ces cancers détectés chez les plus jeunes ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces cancers, ils restent chez les moins de 50 ans rares. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Il ne faut pas minimiser, elle augmente, c'est clair. Ça, on le constate et d'ailleurs, on y travaille, on essaie de comprendre ce qui se passe et on finance des études pour voir l'ensemble des facteurs de risque qui peuvent être impliqués dans ces augmentations. Néanmoins, on reste sur des cancers rares. Parmi les causes possibles de cette hausse, une exposition plus précoce à certains facteurs de risque ou de nouveaux facteurs, comme la nourriture ultra transformée, l'obésité ou encore des troubles du métabolisme. Quelques données pour finir et se rassurer tout de même. Selon l'Institut Gustave Roussy, il devrait être possible de guérir 80% des cancers à l'horizon 2040 grâce à l'accélération des progrès technologiques en diagnostic et en traitement. Fabrice Barlési, directeur général de l'Institut Gustave Roussy, précise qu'aujourd'hui, 450 000 nouveaux cas
de cancers sont diagnostiqués chaque année en France et 2 malades sur 3 guérissent contre 1 sur 2 dans les années 1990. Merci beaucoup Adrien. Une annonce surprenante, une annonce révoltante, c'est ce que dénoncent les syndicats après avoir appris la fin de la part collective dans le financement du Pass Culture, une rigueur budgétaire qui va jusqu'à impacter l'accès des jeunes, bien entendu, à ce secteur de la culture qui ne manque pas de faire réagir les acteurs concernés. Eh bien, on en parle avec nos invités. Ce soir, on va parler du Pass Culture, en tout cas ce qu'il en reste, avec Anouk Colombani. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes membre de Sud Culture Solidaire. Olivier Beaufrère, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous également, secrétaire national du SNPLEN-UNSA. Merci d'être là. Donc, le Pass Culture qui permet à tous les jeunes de 15 à 18 ans, et vous, évidemment, vous m'arrêtez si je me trompe, de bénéficier d'un crédit. Il me semble que c'est 20 € à l'âge de 15 ans, 30 € pour les 16-17 et 300 € pour les jeunes de 18 ans, ce qui est quand même pas mal, ce qui représente quand même quelques tickets d'entrée au théâtre, au ciné ou dans n'importe quelle expo. Ce vendredi 31 janvier, le ministère de l'Éducation a mis fin à la part collective du Pass Culture pour l'année scolaire en cours. Donc pour l'instant, on est sur l'idée de l'année scolaire en cours pour des raisons budgétaires, tout ça dans une instabilité folle politique que bien évidemment vous connaissez. Je voudrais juste savoir si vous vous attendiez l'un et l'autre à une telle nouvelle. Anouk Colombani, excusez-moi, mais priorité aux femmes, vous savez. Alors, oui et non, parce que nous, en tant que syndicat de la culture, on avait déjà eu la semaine d'avant 100 millions de coupés dans le budget culturel. Donc on savait qu'il y aurait d'autres types de mesures qui arriveraient, c'est-à-dire que les baisses n'étaient malheureusement pas finies. Et on savait que le Pass Culture faisait quand même partie des choses qui étaient soumises à débat. Alors on parle de la part collective du Pass Culture, qui concerne en fait les élèves de la 6e à la terminale, et pas de la part individuelle, où là c'est effectivement... On va y venir évidemment. On va y venir. Personne, c'est quand même assez complexe. Mais on va quand même comprendre qu'il y a un petit problème, il y a un petit sujet sur ce Pass Culture. D'autant quand même qu'il y a quelques jours, on a su que le spectacle, la ciné-scénie du Puy du Fou, qui a tant généré et suscité de débats, a enfin été éligible à ce fameux Pass Culture. Déclaration de Rachida Dati. C'était il y a 4 jours, 5 jours, à peine. Tout à fait. Alors donc, est-ce que vous vous attendiez à tout cela, Olivier Beaufrère ? Écoutez, certainement pas dans les établissements scolaires, tout simplement parce que dans les collèges, dans les lycées, nous avons ce projet culturel à apporter et nous avons effectivement ce très bel outil qui est le Pass Culture collectif parce que nous avons un budget qui nous est donné pour l'année scolaire et qui nous permet de financer, de mettre en œuvre les projets qui sont portés par les équipes éducatives. Et donc, nous avions effectivement ces dotations qui étaient prévues et nous avions encore, on va donner les chiffres, il y avait 50 millions qui étaient prévus, il y avait 40 millions de consommés, il restait 10 millions à consommer, effectivement. Alors, consommer voulant dire, bien sûr, des projets à construire. Et brutalement, alors nous, ça nous est arrivé le jeudi à 10h30 par nos collègues de Bordeaux qui nous ont dit attention, le Pass Culture risque d'être fermé. Donc, assez rapidement, il y a eu un effet boule de neige. On a alerté le ministère en leur disant attention à ce qu'on n'ait pas ce côté qui va être finalement terrible, où tout le monde va se mettre à saisir. C'est ce qui s'est passé par le portail Adache. Alors, on n'a pas fait une saisie compulsive. On a seulement dit, voilà, on avait des projets en cours, des projets qui étaient prévus jusqu'au mois de juin. Et bien, effectivement, on les a saisis pour que ça rentre. On précise ce que c'est que le portail en question. Oui, alors le portail Adache, c'est un portail qui permet de saisir les projets culturels que nous allons construire avec les DAC, qui sont les directions de l'action culturelle au niveau des académies, et qui effectivement donnent corps au projet, permettent d'identifier les objectifs et surtout de s'associer à une structure culturelle qui est effectivement reconnue et qui peut intervenir dans ce contexte. Donc, mais c'est quoi, c'est un porte-monnaie dans lequel on se sert ? Non, c'est une entrée sur laquelle on saisit les projets et lorsque les projets sont validés, après ça sera mis en paiement effectivement. Donc on n'a plus au niveau des établissements à payer, à subventionner, à trouver des subventions par les collectivités territoriales, par les familles. Donc ça permet vraiment un véritable accès à la culture. Oui, c'est un portail d'offres en fait, ce qui nous pose question, mais c'est un portail d'offres culturelles qui ont été du coup validées
par effectivement les DRAC, donc les directions régionales des affaires culturelles, et qui du coup permet de ne plus avoir d'argent direct qui passe entre une structure culturelle et un établissement. En fait, ça passe par le biais du portail, c'est-à-dire que la structure culturelle a indiqué son budget, et du coup après, avec les budgets alloués aux établissements qui sont en fonction du nombre d'élèves qu'ils ont, l'établissement peut directement valider sur le portail. Il n'y a plus qu'à régler la question des dates, par exemple, sur les projets simples, où il peut y avoir des mises en lien plus complexes quand c'est des projets plus élaborés. Je rebondis ce que vous venez de dire, parce que ça m'a un petit peu interpellé, et je pense que ça interpelle forcément ceux qui nous regardent. Quand vous dites, ça pose la question de l'offre. Vous voulez dire qu'il y a des offres spécifiques auxquelles on a accès, puis d'autres pas, ou alors justement, il y a des choses qui pourraient nous intéresser, et là forcément, je fais allusion encore une fois au Puy du Fou, pardon, mais ça a quand même vraiment suscité beaucoup de débats, cette question. C'est quand même un spectacle vivant énormissime, qui est assez étonnant. On en pense qu'on en veut sur le plan politique de Philippe de Villiers, mais ça, c'est un autre sujet. C'est vrai que la question de l'offre en question, la question de l'offre, pour vous, poser problème ? Oui, parce qu'en réalité, ce qu'avait déjà engendré le Pass Culture, c'est qu'en devant passer systématiquement par la reconnaissance dans Adage, donc le nom du portail, qui est à l'intérieur du Pass Culture de la part collective, il y avait de fait un tri. Et il y a un tri qui va s'effectuer par divers biais. Mais notamment, nous, ce qui nous avait déjà beaucoup questionné, c'est qu'il y avait un certain nombre de choses qui existaient dans les établissements qui avaient disparu de fait, parce que vous avez des petits acteurs culturels, pour le coup, qui sont dans des quartiers, dans des villes, qui n'étaient plus validés par Adage, parce que ça demande de construire des gros appels à projets ou d'avoir beaucoup d'expérience. Une grosse structure. Voilà. Et donc, ça favorisait notamment les grosses structures plus publiques. Donc, il y a effectivement toute cette perte-là. Et puis, dans l'absolu, alors nous, on n'est pas spécialement pour la validation du Puy du Fou, mais là, peu importe, entre guillemets. Pour quelle raison ? Non, mais si, allons-y. Parce qu'effectivement, ça nous pose question sur ce qui est proposé en termes de qu'est-ce que c'est l'histoire de France et qu'est-ce que c'est le contenu de l'histoire de France qui est proposé au travers du Puy du Fou. Et donc, nous, ça nous pose question sur ce que dit le Puy du Fou sur l'histoire de France par rapport à ce qu'on est censé enseigner aux élèves. Et il y a une contradiction entre le contenu de ces spectacles qui sont certes très spectaculaires, ça, il n'y a aucun problème là-dessus, mais qui ne portent pas une histoire de France qui est une histoire plurielle, ouverte, etc. Et donc, ça nous questionne. Mais il n'empêche que là, c'est effectivement tout un système qui passe par la validation du ministère et que le ministère, il fait des tris et que on n'a pas forcément, on va pas nécessairement savoir comment il fait le tri. Justement, d'où la perte de tout un tas de petits acteurs culturels. Et puis, il y avait, c'était des questions très, très techniques, mais notamment, dans le monde du spectacle, vous avez beaucoup de numéros de sirettes. Et Adage avait une logique qui était, certains numéros de sirettes étaient automatiquement refusés sur Adage. Et vous aviez des acteurs culturels qui avaient bien des numéros de sirettes, qui certes correspondaient pas à Adage, mais c'était bien des acteurs culturels. Et donc, ça avait exclu tout un tas de gens par ce biais-là. J'entends. On parle de la part, en l'occurrence, collective et individuelle. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, effectivement, dans le financement. Ça représente combien la part de l'État dans ce Pass Culture ? Alors, nous, sur la partie collective du Pass, c'est 72 millions sur l'année civile et donc 50 millions pour cette année scolaire et 22 millions de septembre à décembre. C'est déjà une part importante. Juste pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est vrai que la première année d'Adage, on avait peut-être peu de structures, mais on a vu quand même apparaître un grand nombre de structures et un élargissement de l'offre, ce qui permet aujourd'hui pour un établissement scolaire de quand même globalement toucher pratiquement l'ensemble des spectacles possibles. Moi, ce que je veux quand même rappeler, c'est qu'on a un parcours culturel à développer en établissement scolaire, de l'école au lycée. Et on a 3 piliers, c'est rencontrer les œuvres, les artistes, pratiquer effectivement, avoir des pratiques artistiques et acquérir des connaissances. Et ça, c'est extrêmement important pour nous. Vous ne voulez pas répondre à ma question d'abord ? Laquelle ? Là, parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Vous êtes dedans, vous savez. Oui, bien sûr. Vous êtes dans l'éducation. Pour vous, tout vous semble hyper clair. Oui. La part collective et la part individuelle, personne ne comprend rien. Et déjà, on ne sait pas qu'il y a 2 ministères qui sont en jeu. Alors, nous avons 2 ministères, le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale. Merci, monsieur. Chaque élève a droit à effectivement une part individuelle qui peut lui permettre d'aller vers des spectacles, d'acheter des livres, voilà. Peut, en fait. Et il y a donc la part collective qui est donnée aux établissements scolaires et qui permet effectivement de financer et de mettre en œuvre des projets en partenariat avec des structures culturelles qui sont effectivement reconnues dans le support, dans le fichier que nous appelons Adage.
Très bien. Donc du coup, on va se tourner vers le ministère de la Culture ou pas pour essayer de récupérer plus d'argent. Pour l'instant, c'est le ministère de l'Éducation nationale, car c'est bien une d'accord, mais sauf que là, l'Éducation nationale. Sauf que là, si j'ai bien compris, il a dit stop à cette part collective. Il a dit stop pour l'instant. Et nous attendons effectivement une réponse du ministère qui, nous l'espérons, sera rapide sur effectivement, est-ce que l'on redonne un petit peu de budget? Est-ce que l'on ouvre différemment? Est-ce que l'on transpose? Parce que là, la suspension, c'est jusqu'au mois de juin. Et au mois de septembre, on rouvre de septembre à décembre pour les 22 millions restants. Donc, mais pourquoi une suspension de 2 mois? J'ai pas compris, pardon. Mais tout simplement parce qu'on a atteint les 50 millions. Donc le budget est atteint. D'accord, mais... Donc on ne peut pas dépenser plus. D'accord, mais dans ces cas-là, pourquoi il y a une année où on devait dépenser plus en termes culturels que l'année dernière, que l'année d'avant? Parce qu'on avait un budget beaucoup plus important et donc il faut faire des économies. Donc voilà, c'est pas parce qu'on arrive aux 50 millions en fait, c'est parce que juste le budget est plus restreint. On a eu une baisse de 33% sur le budget. Voilà. Donc on avait effectivement ces 72 millions sur l'année civile et donc sur l'année scolaire, c'est 50 d'un côté et 22 de l'autre. Un petit mot sur la part individuelle et la part collective, en quoi ça joue? Parce qu'on a beaucoup critiqué la part individuelle en question en raison des inégalités sociales qu'elle pourrait creuser, en tout cas créer. Oui, alors du coup c'est 2 objectifs différents, c'est-à-dire que la part collective elle est faite pour que dans le cadre des établissements et de l'éducation nationale il y ait des projets culturels qui sont effectivement par ailleurs une demande en lien avec les programmes et puis l'émancipation en fait des jeunes. Donc évidemment, on va trouver des choses qui vont être à la fois plus proches des artistes, parfois plus exigeants. Enfin voilà, vous allez avoir des choses un peu comme ça. Une découverte de qu'est-ce que c'est l'art et la culture. La part individuelle, elle permet aux jeunes de pouvoir bénéficier, donc c'est jusqu'à 25 ans, si je vous dis pas de bêtises, elle leur permet, eux, de pouvoir bénéficier de la culture comme ils l'entendent. Donc effectivement, ils vont dépenser en fait en fonction de ce qu'ils souhaitent dépenser. Donc ils vont pouvoir soit aller au cinéma, soit aller au théâtre, soit acheter des livres, soit aller à des concerts. Et là, alors pour nous, c'est plutôt la lecture qui pose question. Il y a pour le coup ce qu'on pourrait appeler une lecture de classe. Il y avait notamment beaucoup de critiques sur le fait qu'à un moment, il y avait visiblement un surachat de mangas. Bon, nous, en tant que syndicat, ça ne nous pose aucun problème. Enfin, c'est-à-dire, c'est ça qui est intéressant, c'est le mélange des deux. C'est-à-dire, il y a à la fois ce que propose l'éducation nationale, et puis il y a ce que chacun en a envie d'acheter. Et en fait, à 15, 16, 17 ans, écoutez, pour nous, peu importe par quoi les jeunes entrent dans la culture, oui, bien ce qui est sûr. important, c'est qu'ils entrent dans la culture. Exactement, Voilà. et qu'on leur permette d'y entrer. L'important, c'est de s'approcher. Moi, j'aime bien ce terme de s'approcher de la lecture. Et de la culture, et après, effectivement, d'entrer en culture. Mais c'est vrai que c'est souvent par le biais de l'école, pour beaucoup de familles. Tout à fait. Voilà, ça se fait pas Le nombre d'élèves et de jeunes qui n'iront pas finalement au théâtre seuls ou en famille, et qui iront au théâtre effectivement avec le professeur de lettres, avec un projet, un photographe qui viendra en établissement, du spectacle vivant qui viendra dans l'établissement et produira un spectacle. Toutes ces entrées qui sont les entrées de l'école. 210 millions dans le projet de loi de finances 2025, ça c'est le coût de la part individuelle dont vous parliez, effectivement, qui est donc critiqué parce que, et je leur disais, j'insiste toujours un petit peu, pour creuser les inégalités sociales, parce que justement, elle est censée combattre ces inégalités, justement, puisque la culture est là pour ça. Or, on lui reproche justement de les creuser. Pourquoi ? On n'a pas voulu toucher à la part individuelle, on a touché à la part collective. Je crois que c'est ça c'est vraiment un choix politique, c'est vraiment un choix qui a été fait. Le jeune aujourd'hui, il va avoir effectivement cette somme d'argent pour pouvoir approcher la culture. Que va-t-il en faire ? Va-t-il vraiment aller vers le spectacle? Va-t-il vraiment aller vers le théâtre, vers le cinéma? On ne sait pas trop. Parfois, il peut acheter effectivement des manuels. Il peut peut-être aussi, dans certains cas, acheter du matériel un petit peu son ou pourquoi pas image. On aurait peut-être pu se poser la question. Tout dépend de l'éducation aussi familiale qu'on a reçue. Tout dépend de l'établissement dans lequel on est. Pourquoi, tout d'un coup, cette idée que cette part individuelle creuse les inégalités sociales? J'aimerais juste comprendre ce lien. Est-ce que vous avez une idée, Anne Colombani? Nous, ce qu'on comprend de cette lecture, avec laquelle on n'est pas d'accord, je le répète, c'est que finalement, il y a un jugement qui est porté sur où est-ce que placent les jeunes l'argent quand il s'agit de culture. Et c'est sûr que, en fait, en fonction de tout un tas de raisons, les jeunes ne mettent pas l'argent au même endroit. On peut être très, très caricatural. C'est-à-dire, il y en a qui vont
uniquement lire Balzac et d'autres qui vont peut-être uniquement lire Batman. Et en fait, pour nous, ça n'a pas d'importance. C'est pas à cet âge-là que ça se joue, et voilà. Cette part donc justement collective qui est en tout cas en suspens, hein, on dit que c'est en suspens pour l'instant. Quel va être l'impact pour les établissements en éducation prioritaire, Olivier Beaufrère? En éducation prioritaire, en territoire rural également, je pense que c'est important de le rappeler. C'était peut-être les établissements à mettre en priorité, c'est-à-dire que sur la somme qui restait, il fallait peut-être se poser la question de se dire, il nous reste peut-être une somme réduite, et bien pourquoi ne pas favoriser certains établissements qui sont finalement éloignés de la culture. Pour l'instant, il ne reste rien. C'est-à-dire que tous les établissements qui n'ont pas pu saisir leur projet, au moment où nous parlons, leur projet ne peut pas avoir lieu. Donc il faut annoncer aux équipes, il faut annoncer aux familles, aux élèves, que le projet dont on avait parlé au début de l'année ne pourra pas avoir lieu, tout simplement parce qu'il y a un blocage. Mais c'est un blocage dû, encore une fois, à ce vote du budget qui n'a pas été toujours voté, etc. Enfin, on est dans une espèce d'expectative, ou est-ce que vous pensez clairement que c'est une idéologie, si je puis dire, qui va perdurer? Idéologie, peut-être pas. Certainement faire des économies sur un ministère, sur un budget. On a remis 4000 postes d'enseignants. Il a peut-être fallu faire des économies. On l'a remis, on les a pas enlevés. On les a pas enlevés, mais on les avait retirés un moment. On a aussi touché, par exemple, au service civique. On vient de suspendre les services civiques. Donc, vous voyez, on a toutes ces choses qui font effectivement que aujourd'hui, on se rend compte que il faut faire des économies, on peut l'entendre, mais c'est surtout la méthode qui nous gêne. On ne peut pas dire comme ça du jour au lendemain, on arrête tout. On peut construire avec intelligence. Je pense qu'au niveau des établissements scolaires, on était peut-être en capacité sur certains budgets importants de dire je ne toucherai pas à cette somme, elle peut être récupérée, et de permettre surtout une priorisation pour les territoires ruraux et effectivement les établissements prioritaires. Arnaud Colombani, ça va se répercuter sur les profs, tout ça? C'est à eux de devoir faire encore plus preuve d'imagination, de débrouillardise pour essayer de trouver des projets culturels à amener au sein des établissements? Oui, bah ça va. Oui, sûrement sur les enseignants, sur les élèves, c'est quand même eux là qui vont être massivement impactés. Après, nous, ce qui nous préoccupe aussi, c'est que ça impacte de façon aussi extrêmement importante et peut-être même plus structurelle le secteur culturel. Et que là, nous, on commence déjà sur les derniers mois à voir les fermetures de théâtres qui deviennent effectives ou qui vont pas tarder à l'être. Il y a quand même un certain nombre de lettres d'établissements à Grenoble, à Toulouse et ailleurs qui commencent à dire en fait on passera pas l'année 2025. Ce type d'annonce en moins de 24 heures, c'est potentiellement de nouveau tout un tas de structures qui vont, enfin ça va accélérer un secteur qui est déjà très 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 fragilisé. Qui a été beaucoup pendant le Covid, hein, on le rappelle. Qui a été énormément pendant le Covid, qui je dis a déjà été amputé de 100 millions il y a 15 jours, et qui de fait, c'est-à-dire qu'on a quand même l'impression qu'on n'était déjà pas un ministère très très privilégié. Mais là, en fait, on a l'impression que c'est les ministères qui ont le moins à qui on prend encore. Bon, ça nous pose problème. Nous, on parle de plan social. Il faut juste qu'on comprenne, hein, parce que le ministère de l'Éducation a quand même beaucoup d'argent. Oui, bien sûr. Voilà, la culture. Non, mais je veux juste préciser. Excusez-moi. Ouais. Pour nous, c'est un plan social qui est en train d'avoir lieu dans les milieux de la culture, qui est difficile à saisir parce que c'est des additions de 5 personnes par là, 30 par là, 20 par là. Mais en fait, à la fin, il y aura plusieurs centaines, peut-être même plusieurs milliers de personnes qui seront impactées. Et il ne faut pas rater le fait qu'en mettant fin là au Pass Culture au début du mois de janvier, il faut se dire qu'il y a une partie des acteurs culturels qui n'auront plus la possibilité de proposer des choses quand ce sera réouvert au mois de septembre. Parce qu'en fait, ils auront disparu entre-temps, ou ils se seront considérablement affaiblis et n'auront plus les moyens de porter des projets scolaires. Donc pour nous, il faut de toute façon repenser complètement le financement de la culture et des gens qui travaillent dedans. Et bon, ça veut dire le chômage, ça veut dire des enfants qui ont moins accès à l'éducation, à la culture. Ça veut dire qu'au moment où on parle de fin du fact-checking, notamment de Meta, ils auront encore moins accès effectivement à cette ouverture-là. Excusez-moi, mais parmi les grands projets culturels qui passent par le Pass Culture, il y a toute l'éducation aux médias. Ouais. Et il y a eu beaucoup de réactions des milieux journalistiques pour dire là, tous nos projets s'arrêtent. Et oui, ça veut dire que tout cet enseignement, il aura disparu au moins jusqu'en juin et se posera comme pour le reste du secteur culturel la question de la capacité des associations de journalistes qui font ça de pouvoir refaire ça à la rentrée. Ce n'est pas rendu.
Bon, je vais quitter avec cette belle phrase. Espérons que nous soyons juste sur une suspension. Oui, que l'on revienne peut-être dans quelques heures ou quelques jours sur une autre situation. On peut peut-être l'entendre. Mais exactement. Et le proposer. Exactement. On fait un cœur avec les doigts. Vous pensez que ça peut marcher ou pas? Pas vraiment. Hein, on pense culture comme ça. On croise les doigts. Ok. Non, par contre, il y a des pétitions. Excusez-moi, il y a des pétitions qui ont commencé à apparaître, des lettres ouvertes et aussi des rencontres communes entre le monde de la culture, le monde enseignant. Alors on signe, on envoie. Merci à Anouk Colombani d'être venu sur le plateau du Grand JT, membre de Sud Culture Solidaire, Olivier Beaufrère, secrétaire national du SNPDEN UNSA. Merci à vous. On marque une courte pause, on se retrouve. Merci. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Camille Romain-Desbaux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale de World Vision France. Merci d'être sur le plateau pour nous parler des enfants soldats. Le 12 février prochain aura lieu la journée mondiale des enfants soldats. À combien estime-t-on le nombre d'enfants enrôlés dans les conflits armés? Les Nations Unies estiment qu'aujourd'hui, c'est un peu plus de 300 000 enfants, donc petites filles et petits garçons, qui sont aujourd'hui enrôlés de force dans des groupes armés paramilitaires et qui voient ainsi leur enfance totalement abîmée, leurs droits bafoués, avec des conséquences pour toute la vie pour ces 300 000 enfants à travers le monde. 300 000 enfants dans combien de pays du monde? Alors c'est le continent africain malheureusement qui concentre l'essentiel de ces enfants, mais ce phénomène est visible également en Amérique latine, Venezuela notamment en ce moment, et également au Moyen-Orient. Pourquoi l'Afrique en particulier? Alors, les enfants soldats sont, comme le mot l'indique, en fait, des enfants qui sont enrôlés dans les conflits armés. Et donc aujourd'hui, le continent africain est malheureusement le lieu d'un certain nombre de conflits. Dans le monde, on estime que c'est un enfant sur 5 qui vit dans une zone armée. Et je voudrais aussi repréciser ce que veut dire le mot enfant soldat. Oui, on va y venir justement. Ouais. Je voulais juste comprendre pourquoi l'Afrique en particulier. C'est parce que là, c'est le lieu où il y a le continent où il y a le plus de conflits? En ce moment, oui, il y a beaucoup de conflits, effectivement, de zones très instables et des conflits qui durent sur un temps vraiment très long, des conflits qui s'arrêtent, qui repartent, des conflits larvés. Donc, effectivement, malheureusement, ce sont les enfants en Afrique qui sont le plus sujets à ce phénomène. Peut-être pour ça que vous allez nous expliquer d'ailleurs ce qu'est un enfant soldat, mais peut-être pour ça qu'ils naissent finalement pratiquement avec une mitraillette dans les mains. Alors, une mitraillette, mais pas que. Un enfant soldat, c'est effectivement un enfant à qui on va faire commettre des actes de guerre, donc à la fois avec des armes blanches, des armes plus ou moins lourdes, mais c'est aussi un enfant à qui on va confier des tâches qui vont contribuer à l'effort de guerre et de combat, donc logistique, espionnage, mais ça va aussi être des fonctions support, si je peux utiliser ce mot, donc cuisine, rangement, nettoyage, et je dirais même jusqu'à un terme forme d'esclavage, en particulier pour les petites filles. Esclavage sexuel? Esclavage sexuel, ouais, donc avec une double peine, puisque ces petites filles ou toutes jeunes filles vont se retrouver aussi forcées au niveau de la sexualité. Et pourquoi recruter des enfants en fait soldats par ces forces armées? Qu'est-ce que sont les tâches? Vous les avez dites effectivement à la fois à la maison entre guillemets, dans le cadre en tout cas du groupe du groupuscule armé. Ces enfants en fait sont enrôlés. C'est une façon plus facile de les avoir plus ils sont jeunes et plus c'est simple, plus influençable. Oui, c'est le caractère malléable, on va dire, que l'on peut de l'enfant. Il est plus petit, plus sans défense, je dirais, qu'un adulte. Et ces enfants, une fois qu'ils sont enrôlés, dans certains cas, vont être même attirés, je dirais. Il y a des cas où en fait c'est une obligation, ils sont enlevés, kidnappés, etc. Et il y a dans certaines zones où les conditions de vie sont extrêmement difficiles pour les familles, où les enfants n'ont pas à manger tous les jours. Les enfants vont aussi être attirés avec des promesses fallacieuses de gîtes et de couverts qui font que les enfants peuvent aussi finalement se joindre à ces groupes armés, voire même parfois poussés par les parents avec des envies de vengeance quelque part, en offrant les enfants en contribution au combat de ces groupes armés, de ces groupes rebelles. Vous expliquez aussi à travers un document sur World Vision France que effectivement ces groupes armés avaient recours aussi aux enfants soldats parce que la prolifération d'armes légères s'adapte mieux aux petites mains.
Oui, c'est terrible. C'est effectivement toutes ces petites armes. On a ces images terribles, des enfants debout dans les pick-up avec des armes légères. Oui, ces armes légères, malheureusement, nourrissent le phénomène des enfants soldats. Mais encore une fois, c'est qu'une partie immergée de cet iceberg. Et dans ces enfants soldats, il y a 40% de petites filles et de toutes jeunes filles qui sont aussi là, non pas avec des armes à la main, mais utilisées comme cuisinières, comme aides ménagères et comme esclaves sexuels. Et comme espions aussi. Et comme espions, tout à fait. Petit, invisible, enfin moins visible en tout cas. L'enfant va générer peut-être plus de confiance. Donc oui, les enfants sont envoyés comme ça, comme guetteurs. C'est un phénomène qui n'est pas nouveau. Voilà, c'était le cas dans les armées des siècles précédents. Mais une violation certaine des droits des enfants et surtout de toute leur enfance et de leur vie. Vous parliez de double peine à l'encontre des jeunes filles, des petites filles. C'est même en fait enfants qui ensuite sont souvent incarcérés, emprisonnés ensuite. Donc en fait, ça se réitère, c'est-à-dire qu'ils sont triplement victimes. Oui, pour les petites filles, je dirais petites filles puis jeunes filles, il y a aussi des cas avec les cas de violences sexuelles. Il y a toutes jeunes filles qui se retrouvent enceintes. Donc vous imaginez ces jeunes filles qui vont se retrouver avec des enfants qui sont le fruit de viols ou des grossesses non désirées, qui sont mamans à un âge où elles devraient jouer avec leurs copines. Ces enfants-là ont effectivement toute leur vie marquée par ce passage dans les groupes armés. Les Nations Unies met en évidence, et je cite, « La plupart des enfants ne choisissent pas de participer, mais ils grandissent au sein de ces conflits. En définitive, peu de chemins se présentent à eux. Ils sont malheureusement nombreux à connaître l'exploitation, la violence et le traumatisme. » Comment les réparer ? Alors, effectivement, tout l'enjeu du travail des associations et du travail de World Vision va être, avec les Nations Unies, avec les services de l'État quand ils sont encore existants, de réussir à sortir, c'est vraiment la première étape, faire sortir ces enfants des groupes armés et ensuite de pouvoir les réparer, enfin aider à la réparation, donc psychologique, physique certaines fois, en prenant le temps, voilà, avec des spécialistes de réintégrer, de réparer ces enfants. Et l'étape d'après, je dirais, c'est la réintégration dans la société, qui est parfois extrêmement complexe quand les enfants ont été amenés à faire des actes très violents dont ont pu être témoins les familles des villages dont ils sont originaires. Il peut y avoir une suspicion aussi des villages, voilà, une forme de rejet. Donc il y a tout ce travail aussi de paix et de pardon sur lequel travaille World Vision. Et on a des centres dédiés dans les zones où ces pratiques sont les plus importantes, donc comme au Soudan du Sud ou en République démocratique du Congo. Où là, les centres de réhabilitation. De réhabilitation, exactement. Et alors ils partent à la rencontre de psychologues, de médecins. Oui, on va être vraiment dans la prise en compte des traumatismes, réparation physique aussi, il peut y avoir des blessures, ce genre de choses. Surtout une réparation traumatique. Beaucoup d'enfants font des cauchemars, sont marqués à vie. Et un deuxième volet très concret de notre travail, ça va être de leur donner une formation professionnelle. Parce que ces enfants, s'ils ont été dans les employés entre guillemets comme enfants soldats, ne sont pas allés à l'école. Donc c'est des enfants qui n'ont pas été instruits, pas éduqués. Et donc on va redonner une forme d'éducation, des formations professionnelles pour que ces jeunes puissent, avec des métiers très concrets, pour que ces jeunes puissent en fait assez vite trouver du travail ou se lancer dans une activité et être autonomes, surtout si la réinsertion dans leur famille d'origine est compliquée. Oui, parce que vous parliez effectivement de droits à l'instant, le droit à l'éducation, mais c'est vrai qu'ils sont privés de tous leurs droits, ces enfants. Le droit à la vie simplement, le droit de grandir aussi au sein de leur famille, souvent, et de la communauté, bien que certains sont enrôlés par leur propre famille aussi, le droit à la santé, le droit à l'épanouissement. Enfin, je veux dire, c'est des enfants qui sont complètement coupés de de tout horizon et surtout d'une sorte de stabilité, en fait, d'avenir possible. Oui, c'est des années de chaos. Les enfants qui témoignent partagent des années et des mois de souffrance, avec parfois aussi un attachement finalement à ces groupes armés. Donc c'est vraiment des nœuds psychologiques très forts à démêler, et ça prend du temps. Et donc dans ces centres-là, les enfants sont dans un environnement protecteur, un environnement à l'écoute, un environnement médicalisé. Et petit à petit, ils peuvent se reconstruire
reconstruire la confiance et pouvoir se projeter, et ils peuvent se projeter dans l'avenir. Vous disiez justement qu'il faut, avant de les récupérer dans ces centres de réhabilitation, de pouvoir les retirer, les extirper, les sortir justement de ces groupes armés. Comment vous faites, comment vous y prenez pour ça? Parce que c'est extrêmement dur de pouvoir convaincre un enfant qui n'a plus aucun repère. Ouais. Alors, il y a les enfants, et puis il y a aussi les groupes qui les gardent. Donc c'est un travail de nombreux acteurs d'influence. Vous pouvez avoir parfois les Nations Unies, vous pouvez avoir les services de l'État, vous pouvez avoir des services médicaux, d'autres groupes armés. Enfin, c'est effectivement des mécaniques extrêmement complexes, et c'est pour ça qu'on va tout faire, en tout cas avec l'association World Vision. On est présent dans une centaine de pays, donc on a une présence terrain importante. Dans les zones où l'on voit que ces conflits peuvent donner lieu à des enrôlements dans ces gangs, dans ces groupes armés, on va tout faire pour prévenir l'enrôlement des enfants. Donc s'assurer qu'ils sont conscients du risque qu'ils courent, s'assurer qu'ils ne sont pas au mauvais endroit au mauvais moment, et éviter avant toute chose cette entrée dans les groupes armés. Alors les conflits de manière générale ne sont pas nouveaux malheureusement, mais j'ai un chiffre sous les yeux. Vous avez pu, grâce à l'ONU et grâce évidemment au dialogue que vous avez engagé avec ces forces, ces groupes armés, obtenir la libération de plus de 10 000 enfants en 2017. Quels sont les chiffres aujourd'hui ? Alors les chiffres précis, je ne les ai pas. Ce qui est certain, c'est que c'est un travail qui continue depuis ces 180 000 enfants depuis les années 2000. C'est à la fois beaucoup, et en même temps, on sait qu'aujourd'hui, c'est 300 000 enfants environ qui sont encore dans ces groupes armés. Donc il y a de quoi faire. Et surtout, il y a des conflits qui sont en train de repartir, en RDC notamment, avec ce qui se passe à Goma. Démocratique du Congo, Donc le travail est loin d'être fini, malheureusement. Et oui, malheureusement. On parlait de ces centres de réhabilitation, évidemment, leur a donné effectivement une sérénité, les entourer aussi d'attention, d'affection. Le suivi médical est très important parce qu'ils sont confrontés à tous les virus. On l'imagine, vous parlez des petites filles qui ont été souvent violées. On pense beaucoup au HIV et à d'autres IST. Comment vous opérez justement pour ça ? Donc dans ces centres, il y a un certain nombre de partenaires étatiques ou para-étatiques qui vont intervenir à nos côtés. Donc on va être tout d'abord dans l'évaluation de l'état de santé de l'enfant, à la fois physique, psychologique, et on va parer, je dirais, au plus urgent. Donc être dans la réparation quand c'est possible, et dans la réparation psychologique qui, elle, est plus longue. On va, dans certains endroits, pouvoir passer aussi par des méthodes thérapeutiques autour de l'art, l'expression par le dessin, par la peinture, par des choses très manuelles aussi, pour exprimer ce qui n'est parfois pas dissible pour ces enfants, et en particulier, comme vous le disiez, pour les filles. Vous parlez du retour éventuel auprès des familles. C'est vrai que c'est très compliqué de savoir si les familles ont volontairement laissé partir l'enfant, l'ont même poussé, sont elles-mêmes enrôlées, ou alors sont dans une situation de telle pauvreté, de telle mansuétude qu'effectivement elles se sont laissées porter. Comment vous faites pour justement, encore une fois, dialoguer, expérimenter, aider, œuvrer à la rééducation aussi, à l'éducation nouvelle de ces enfants? Alors l'association a une présence de terrain ancienne, et nos équipes surtout sont des équipes locales. Donc dans les pays qui sont concernés, on est en moyenne à 97% d'équipes de l'association qui sont locales. Donc c'est des gens qui connaissent leur histoire, leur culture, tout le sous-texte de situations qui sont souvent très compliquées. Et cette présence de long terme fait que les équipes connaissent les familles. Donc ça permet ce dialogue, ces échanges, alors qui sont certaines fois effectivement quand même extrêmement compliqués. Parfois les chefs religieux sont des bons intermédiaires, notamment sur les notions de pardon dans les contextes chrétiens. Pardonner, réaccueillir, et donc ça c'est une façon de réouvrir les portes des familles. Parfois il y a des choses très symboliques qui sont mises en place, des cérémonies, des espèces de lettres de pardon qui sont écrites, pour signifier le passage d'un temps à un autre. Parfois, les enfants ne peuvent pas retourner dans leur village, mais on les aide à se lancer dans la vie malgré tout, avec ces opportunités de travail très concrètes, mécano, cuisine, des métiers que les enfants vont pouvoir acquérir assez vite et qui va leur permettre malgré tout de se lancer dans la vie.
Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Je rappelle juste un chiffre quand même. Le nombre de pays signataires des engagements de Paris est de 108. Alors peut-être que ça a augmenté depuis. C'est le chiffre que j'ai. En tout cas, ce qui s'est fait donc en février 2007 lors de la conférence Libérons les enfants de la guerre. Donc c'est quand même un chiffre très important. Espérons que d'autres pays dans le monde s'engagent effectivement à vos côtés. Merci à vous Camille Romain-Desvaux d'être venue sur ce plateau. Vous êtes directrice générale de World Vision France. Merci à vous. Merci. On va tout de suite retrouver Adrien pour sa chronique. Adrien, dans votre chronique aujourd'hui, vous vous êtes intéressé à ces parents qui partent à l'étranger et qui doivent apprendre une nouvelle façon d'élever leurs enfants. Oui, à chaque pays, ses coutumes. Alors jusque-là, rien de bien étonnant. Et en fonction de chacun d'entre eux, les manières d'éduquer nos enfants ne sont pas les mêmes. Alors déjà, Virginie, la dernière étude de l'UNICEF date de 2023, mais les statistiques n'ont pas beaucoup bougé depuis. Savez-vous quel est le top 5 des meilleurs pays pour le bien-être de l'enfant ? J'aurais dit des pays du Nord, probablement la Finlande, mais après... il y a des pays du Nord, vous allez le voir avec ce tableau. Donc parmi les pays où il est plus agréable qu'ailleurs d'être un enfant, ou pour les parents d'élever leurs enfants, on retrouve notamment le Japon en numéro 1. L'Estonie et l'Espagne complètent le podium, puis suivent la fameuse Finlande et les Pays-Bas. Et donc tout ça, on va le voir dans ces différentes études, Virginie. Alors d'accord, ce tableau effectivement est très intéressant, mais quels sont les critères de l'UNICEF ? Bien, beaucoup plus que le simple système éducatif. Alors c'est important certes, mais sont aussi prises en compte les politiques familiales ou encore la qualité de l'environnement. Prenez le Japon par exemple, là-bas le taux d'obésité infantile est le plus bas et les niveaux de pollution de l'air ou de l'eau sont très faibles également. Le congé parental est rémunéré pendant 12 mois et pour chacun des parents et le pays dispose de l'un des meilleurs systèmes éducatifs au monde selon les évaluations de l'OCDE. Ça, un youtubeur français expatrié au Japon depuis 2011 l'a bien constaté. Tev a 3 enfants de 8, 4 et 3 ans. À l'école japonaise, passer 14 ou 15 heures, ses enfants du primaire jusqu'au collège ont le choix entre continuer de se perfectionner sur leurs cours, pratiquer des activités extrascolaires ou même rentrer chez eux. C'est au choix des familles, un système différent de celui qu'il a connu en France. Écoutez. Ça, l'école, je vous avoue qu'au début, c'était vraiment un gros point flou pour moi. Je me disais, est-ce que l'école est vraiment adaptée à mes enfants ? Est-ce que ça va pas un petit peu les formater à la japonaise ? Parce qu'il faut quand même avouer que l'école française, là où elle est très forte, c'est pour nous apprendre à réfléchir par nous-mêmes, à dire ce qu'on pense, à affirmer notre personnalité. Et ça, c'est pas vraiment des points qui ont l'air représentatifs de l'école japonaise, où au contraire, on essaye de faire que tout le monde soit pareil. Avec Akiko, au départ, on avait réfléchi, est-ce qu'on met nos enfants dans une crèche internationale, puis après dans une école internationale, et au final on s'est dit qu'il y avait des chances que ça les éloigne un petit peu de leur culture japonaise, du quotidien des autres enfants, donc on n'a pas fait ça. Mais au final, quand j'ai vu la qualité des crèches et après de l'école, que ce soit l'entourage des enseignants, les repas, les sorties, les activités, j'étais tout de suite vraiment rassuré. Peut-être que plus tard, au collège, au lycée, je commencerai à voir certaines failles, mais pour l'instant, je suis super content, et mes enfants aussi, ils sont ravis d'aller à l'école tous les jours, et ça c'est génial. En Espagne, qui occupe la 3e position de ce classement, on le rappelle, c'est la qualité de vie qui prime et l'inclusion des enfants en société. Cette mère allemande l'a bien constaté. En Allemagne, les gens sont vite agacés par les enfants. Un enfant bruyant au restaurant attire des regards réprobateurs et les parents se sentent jugés. Ici, les parents sont valorisés et respectés. Quand je prenais le métro alors que j'étais enceinte, 5 ou 6 personnes se levaient toujours d'un bond et m'offraient leur place. J'ai rarement vécu cela en Allemagne. Une version confirmée par Laurie, une américaine qui a quitté Chicago pour Madrid il y a de cela 15 ans. Ici, on peut emmener un enfant partout, au restaurant, au bar, etc. Voir une famille se promener à minuit avec un jeune enfant est considéré comme parfaitement normal. Et s'il est bruyant, personne ne s'en plaint. Ça épargne beaucoup de pression aux parents. Alors ça, c'est pour l'Espagne. On a vu effectivement aussi le Japon et son système éducatif. C'est tout un ensemble de paramètres qu'il faut prendre en compte lorsqu'on s'exprime. Absolument. Évidemment, au départ, il est préférable de trouver un logement décent pour son enfant, s'assurer qu'on a de quoi le nourrir et remplir tous ses besoins primaires. Mais une fois qu'on a rempli ces besoins-là, l'éducation est très importante au fondement de tout. Et ça, l'anthropologue Clotilde Odeillet en parle très bien dans Accompagner la parentalité en exil, paru aux éditions EHESP. Dans cet ouvrage, elle s'est intéressée à ce choc culturel. Ce sont ses mots quand il est question d'appréhender une nouvelle société, des nouvelles façons de faire, tant pour les parents que pour les enfants.
paraît du bon sens, mais en fait, quand on s'est jamais posé la question, c'est pas si évident que ça. On éduque ces enfants sans le savoir, bien sûr, dans le but qu'ils soient adaptables à la société dans laquelle ils vivent. Donc, on va leur transmettre des compétences, on va reproduire des gestes, on va amener des priorités éducatives qui sont liées, en fait, à notre environnement de vie. Donc, les parents qui arrivent en exil, en réalité, au départ, ils n'ont pas de problème. Ils ne font que reproduire ce qu'ils ont toujours fait. Il se trouve que ça devient un peu inadapté à ces nouveaux paramètres qui les entourent, que ce soit les horaires, les temps, les espaces, les aliments, l'école, etc., les codes sociaux. Donc c'est l'exil qui fait que leur parentalité se questionne, mais au départ, pour eux, dans leur propre groupe social, tout allait bien. Exil, un mot qui peut faire un peu peur quand on pense à tous les bénéfices qu'une expatriation peut apporter aux enfants. Mais justement, on a beaucoup parlé des points positifs. Patricia, elle, vous allez le voir, s'est intéressée au risque caché d'une éducation à l'étranger. À 31 ans, cette Américaine venue en France pour étudier est aujourd'hui en couple avec un Français et mère de 2 enfants qu'elle élève avec son compagnon au Canada. 2 points très importants soulevés dans son explication. L'éloignement familial d'abord. Vivre loin des grands-parents, des oncles, des tantes, des amis d'enfance et tout ça, qui vous soutient, qui sont dans votre communauté, c'est difficile. Ça peut être très très difficile pour vous comme pour les enfants. Et le fait d'avoir les enfants et être à l'étranger sans cet soutien peut être extrêmement difficile. Ils peuvent se sentir seuls, ne pas avoir la même attention affective dont ils ont l'habitude qu'ils auraient eu dans leur pays d'origine. Et c'est quelque chose à prendre en compte et de surveiller. Les parents expatriés, par conséquent, doivent fournir un soutien plus conséquent pour leurs enfants dans ces domaines, justement pour compenser cette absence. Un éloignement qu'il faut prendre en compte, donc compenser aussi d'une certaine manière, car un enfant expatrié, c'est un enfant qu'on a sorti de sa zone de confort en quelque sorte, qui doit, comme ses parents, se faire à une nouvelle société, mais à un âge moins développé. Des problèmes d'identité et d'appartenance peuvent apparaître. C'est le 2e point de son développement. Ils peuvent se sentir déracinés, ce qui est complètement normal parce qu'ils étaient littéralement déracinés et ne savent pas réellement où ils appartiennent. Et pendant qu'on est dans les périodes de développement un peu fragilisées, un peu délicates, ne pas avoir ce sens d'appartenir à là où vous habitez, d'être vraiment bien intégré, ça peut ajouter des complexes. Ils peuvent se poser les questions sur leur identité culturelle, avoir du mal à trouver leur place dans ce nouveau pays. Et du coup, les parents doivent être très attentifs, vraiment à l'écoute de l'enfant, afin de les aider à traverser cette période très délicate, cette transition. Voilà, vous l'aurez compris, élever son enfant à l'étranger, c'est énormément de défis pour les parents, mais pour les enfants également. Fin d'année dernière, le ministère des Affaires étrangères recensait près de 1,6 million de Français établis hors de France. Et la tendance pourrait se confirmer à l'avenir. Dans un sondage OpinionWay de décembre 2024, 54% des 18-24 ans se disaient prêts à émigrer hors de France. Peut-être y aura-t-il des futurs parents dans le lot. Je sens que vous êtes en train de m'envoyer un certain message, Adrien. Restez un peu avec nous encore. On va retrouver le meilleur de School TV avec le Zap. On a intérêt à faire croire que les élèves sont hyper violents pour pas dire qu'en fait, c'est entre adultes que ça se passe mal. Je ne suis pas complotiste, rassurez-vous. Je ne pense pas qu'il y ait un complot qui veuille masquer ça. Mais il est vrai que pour observer donc, le phénomène depuis tellement longtemps, et pas simplement au service du ministère, j'ai aussi été instituteur spécialisé. Absolument. Mais ce qui me frappe vraiment beaucoup, quand j'interviens dans un établissement scolaire, mais aussi dans les enquêtes que j'ai pu faire, la dernière, les plus récentes, sont des enquêtes que j'ai faites plusieurs fois, pour certaines 15 ans presque d'intervalle, auprès des personnels, c'est à quel point il y a une augmentation extraordinaire des conflits d'équipe. Une augmentation tout à fait préoccupante du sentiment d'être méprisé par la haute hiérarchie de l'éducation nationale et par les ministres qui, quelquefois, succèdent assez rapidement, c'est vrai, mais pour certains peuvent rester en place 5 ans. Il faut se en rappeler. Ça, c'est l'exemple de Jean-Michel Blanquer. Exactement. Si on prend sur les 15 années écoulées. Donc, si vous voulez, très simplement, on a, par exemple, une augmentation du nombre de déclarations dans ces enquêtes. Donc, c'est des enquêtes de victimation autoreportées. Presque 28 000 personnels interrogés, qui montrent, par exemple, que... Alors, les chiffres, je les mets à la louche, parce que je ne les sais pas par cœur, mais ils sont dans le bouquin, évidemment, très précis. Environ, on va dire, une augmentation de 14% des personnels qui estiment avoir été harcelés. D'accord. Mais harcelés par qui ? Dans leur immense majorité, les harceleurs dénoncés sont des collègues. C'est-à-dire, pour faire vraiment très vite...
les principaux, les proviseurs s'estiment harcelés par les enseignants par les principaux et les proviseurs. Avec quelle ambition, du coup, quand ça a commencé en 85 dans ce petit atelier ? Je pense que l'ambition est venue aussi d'abord d'une envie de transmettre, je pense, par la personne qui a créé cette prépa. Ouais. C'est aussi de faire justement la transition entre le lycée et les écoles supérieures d'art et d'art appliqué ou de design auxquelles on prépare. Je parle des écoles publiques essentiellement, parce que ce sont des écoles de très haut niveau avec des diplômes de qualité reconnus. Et en plus public, donc à moindre frais. Quand vous dites reconnu, c'est en France, c'est en Europe, c'est vraiment des écoles vraiment d'une formation supérieure qui amènent à des masters et qui sont vraiment, alors après qui sont ouvertes à différents domaines et des métiers. Et donc ce sont des écoles d'excellence. Toutes, il y en a quelques-unes à Paris et beaucoup en région. On prépare aussi sur des grandes écoles européennes. Surtout en ce moment, les écoles suisses et néerlandaises, qui ont le vent en poupe, en tout cas par rapport à nos jeunes. Pourquoi elles ont le vent en poupe ? Parce que ce sont des écoles qui sont très ouvertes sur l'international. D'accord. Qui ont des très bonnes réputations. D'accord. Et puis, c'est aussi... C'est aussi un autre réseau, j'imagine. Oui, un autre réseau, l'expérience de partir. Une autre pédagogie aussi. Voilà, une autre approche. C'est pas tous les étudiants, mais on a une trentaine d'étudiants qui, en général, accèdent en tout cas à ces écoles-là. Il y a une autre crainte, Thierry, une autre forme de concurrence quelque part pour ces jeunes talents comme pour les autres, celle de l'intelligence artificielle qui est aujourd'hui capable de composer de la musique. Maintenant, est-ce que les artistes justement doivent s'en inquiéter ou au contraire s'en inspirer ? Oui, tout à fait. Alors, il y a énormément de débats à ce jour à ce sujet-là. L'intelligence artificielle, je pense que ChatGPT est arrivé en fin 2022, donc c'est encore assez nouveau. Donc, il y a énormément de débats. Je pense que les avocats ont beaucoup de travail parce que, au final, il faut mettre un cadre. L'intelligence artificielle peut être très bien pour des jeunes artistes parce que ça peut être comme un outil pour créer de la musique, comme il y a 25-30 ans, le synthétiseur est arrivé. Ça peut être un superbe outil pour mixer, ça peut devenir un outil pour créer de la musique. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres outils d'AI, d'intelligence artificielle, qui permettent de créer un morceau de A à Z. Il suffit de mettre une petite phrase, je voudrais une musique romantique pour un dîner avec ma petite copine, et on a une musique qui est faite alors que ça nous a pris 10 secondes. Et donc là, c'est vrai qu'il y a un danger que la masse de nouveau de musique créée pas vraiment par des artistes continue à grandir et que des gens en profitent en essayant de se faire rémunérer. Donc il faut mettre un cadre, aussi que les chansons ne soient pas plagiées, parce qu'on parle beaucoup de plagiat aujourd'hui, ça veut dire que des moteurs d'intelligence artificielle se nourrissent de chansons existantes parce que tout est là dans l'intelligence artificielle, il faut des datas, une base pour pouvoir générer quelque chose. Et donc cette data, cette base, est-ce que ce n'est pas de la musique qui a déjà été créée par d'autres et qui ne gagnerait rien à cause de ça, alors que ça crée de la nouvelle musique. Donc voilà, du pour et du contre, mon opinion est qu'il faut, et c'est ce qui est en train de se débattre à l'heure actuelle, un cadre pour gérer ce nouvel outil. L'horreur verticale de l'éducation nationale, de son enfermement dans une gouvernance obsolète, ne va pas tout faciliter. Je ne vais pas me faire que des copains avec ce bouquin, mais non, déjà, je vous le confirme. Il faut être très clair que la haute hiérarchie de l'éducation nationale, même pas, m'a jamais aimé, y compris quand j'étais délégué ministériel et aussi libre de parole que je le suis maintenant. Ouais. Bon, je l'ai vécu de l'intérieur, je suis parti parce que j'en pouvais plus, et non pas parce qu'à l'époque, Stéphano Belkacem ne me supportait plus, au contraire, on s'entendait très bien. Mais cette gouvernance top-down est totalement illusoire. Et ça s'est précipité. Ça s'est précipité pas simplement à cause des changements de ministres, tout le monde le dit parce qu'il y a aussi beaucoup de témoignages dans les enquêtes que je fais, dit qu'on en a marre, c'est la réformite, dès qu'il y a un nouveau ministre, il veut marquer son territoire et du coup, il va faire Surtout s'il a dit qu'il ne le ferait pas en arrivant d'ailleurs. Voilà, exactement. Ça, c'était le cas de Blanquer qu'il avait déclaré, l'école de la confiance, je ne ferai jamais le droit. Et qui se termine par l'école de la défiance la plus totale vis-à-vis de la haute hiérarchie vue par la base. Ça, on peut dire que la coupure, il aura réussi. Mais en attendant, c'est aussi l'augmentation du nombre,
les chiffres sont dans le livre, de textes de loi, de textes de loi modifiés, de circulaires. Bon, et tout ça, ça produit ce qu'on peut appeler une violence institutionnelle, hein, c'est ça. C'est-à-dire totalement. De façon, quand on est enseignant, CPE ou que sais-je, personnel, sur le terrain, au contact des enfants, on est sous le poids, dans la nasse de tout cet ensemble de prescriptions. Vous savez, c'est très simple façon de parler, mais enfin les psychologues sociaux l'ont montré depuis longtemps, ça s'appelle la double contrainte. C'est ça. Vous savez, soyez spontané. Là, c'est soyez autonome. Le but, c'était aussi d'informer, ça on l'a compris bien sûr, sur tous ces métiers, toutes ces filières, toutes ces formations, de rassurer aussi un petit peu. On a vu beaucoup de parents. Oui, il faut rassurer les parents. Ils ont besoin d'être rassurés, mais même sur le long terme. C'est même pas une question, je pense. Il y a le côté financier, forcément. Oui. Parce qu'on peut très bien rentrer dans une école privée, on va payer pendant 5 ans, ça coûte très cher. Là, on sait qu'on a des écoles d'excellence qui datent depuis des années et des années. Si on cite l'ENSI, où on voit dans votre reportage Véronique Escher parler de ça, ou de l'ENSA, les Beaux-Arts, qui sont les écoles parisiennes les plus connues et les plus demandées, sans faire du parisianisme. C'est des écoles qui forment vraiment des créateurs pour ce qu'ils sont par rapport à des personnalités et qui forment aussi à des métiers. Donc pour revenir sur la question que vous me posiez, c'est que les parents ont besoin d'être assurés sur le cursus de leurs enfants, d'avoir aussi la qualité du diplôme, puisqu'il y en a 2 de délivrés, un premier en 3 ans et qui équivaut en gros à un bachelor ou un DNA, et la possibilité après de continuer dans l'école ou d'aller ailleurs ou partir à l'étranger si on le souhaite, pour passer un master. Ça se décide quand, ça? Il faut avoir un plan tout au début, au moment où on commence la prépa, ou ça se fait au fur et à mesure des stages on va dire qu'on a 40% d'étudiants qui arrivent après partent en ayant déjà peut-être un projet d'orientation ou un métier qui reste encore un peu large. Et l'intérêt de faire la prépa, au-delà de préparer un dossier, de se préparer au concours, c'est aussi s'orienter sur toutes les écoles possibles et de découvrir un certain nombre de domaines qu'ils ne connaissent pas. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Adrien, d'être venu sur ce plateau. Merci à la réalisation, c'est Xavier Sanchez. Le son, Héloïse Merlin. Le maquillage, Laure Audemont. Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. On se retrouve demain, évidemment. En attendant, bonne soirée. Ciao.